à tous et à toutes. Je me nomme Robert Larivière pour ceux qui ne me connaissaient pas. Je suis le président de la Société canadienne de droit canonique. J'ai le plaisir, au nom de la Faculté de droit canonique de l'Université Saint-Paul, du Centre de services canoniques à l'Université et de la Société canadienne de droit canonique de vous souhaiter la bienvenue et de souhaiter la bienvenue aux conférenciers et à tous les participants. La session durera 1 heure et quart, y compris la période de questions-réponses après la présentation initiale d'environ 40-45 minutes. Tout le webinaire sera enregistré et demeurera disponible pour une période de 150 jours suivants. Je voudrais vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, le professeur Père Étienne Richer, prêtre depuis 1992. Il est docteur en théologie et en droit canonique, professeur ordinaire et doyen de la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Toulouse. Avocat ecclésiastique agréé auprès de l'officialité interdiocésaine de Toulouse depuis 2014. Il est aussi directeur de la collection droit canonique des presses universitaires de l'Institut catholique de Toulouse. Il a consacré sa thèse de doctorat en droit canonique à la crise et au fondement du droit pénal canonique. Le titre de sa thèse, La lumière montre les ombres, crise d'efficience et fondement du droit pénal de l'Église. Sur la base de sa vaste expérience dans le droit pénal, il présente aujourd'hui le webinaire intitulé « De l'avocat ecclésiastique dans le procès pénal canonique ». Merci, professeur Richer, d'avoir accepté de faire cette présentation. La parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de cette sollicitation, de cette occasion. Il est assez rare, comme vous le savez, de parler d'un tel sujet, le rôle de l'avocat ecclésiastique dans le procès pénal canonique, devant autant de personnes à la fois. Et donc, merci beaucoup. Considérer, comme nous allons essayer de le faire, le rôle de l'avocat ecclésiastique à l'heure où nous sommes souvent confrontés à l'épreuve d'affaires pénales, certes trop souvent réelles, mais non moins souvent mal qualifiées, voire parfois fantasmées ou montées de toutes pièces. Considérer le rôle de l'avocat ecclésiastique dans un tel contexte, à mon sens, est une manière adéquate, parmi d'autres, bien sûr, d'éviter de céder à ce que certains sociologues appellent la panique morale. La panique morale qui gagne fort malheureusement de plus en plus de terrain. Comme vous le savez certainement, une note de la pénitencerie apostolique, il y a déjà quelques années, elle date du 29 juin 2019, sur l'importance du fort interne et de l'inviolabilité du sceau sacramentel, n'avait pas manqué de stigmatiser la multiplication de jugements téméraires sous l'effet de la disproportion considérable, trop souvent, entre l'éthique et les moyens de communication. La justice, y compris et même a fortiori la justice ecclésiale, contrairement à la presse ou aux réseaux sociaux, est tenue à un certain nombre de principes éthiques. Je pense au respect de la présomption d'innocence, au respect du contradictoire ou celui du procès équitable. La justice
est soumise à une exigence probatoire. Si les preuves ne sont pas là, on relaxe ou on acquitte. Et si de telles exigences méritent d'être réaffirmées, c'est parce que souvent elles souffrent aux violences, y compris malheureusement dans l'Église, parfois trop prisonnières de la dictature des émotions ou de la dictature des ressentis. Alors, dans un tel contexte, très brièvement évoqué, sans m'y attarder plus longtemps, l'avocat ecclésiastique a-t-il encore une place dans ces affaires qui sont de la responsabilité des ordinaires judiciaires? Comment le droit processuel permet-il à l'avocat ecclésiastique d'être au service des personnes ou des institutions qui sollicitent son aide? Comment l'avocat ecclésiastique doit-il contribuer à servir humblement mais réellement, en complément bien sûr des autres protagonistes du procès pénal, la diaconie du droit? Comment les ordinaires judiciaires, les vicaires judiciaires, les juges ecclésiastiques et les promoteurs de justice doivent-ils tenir compte de sa mission, de la mission de l'avocat ecclésiastique, en juste articulation à leurs missions respectives? Autant de questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse à la lumière, bien sûr, de la législation en vigueur, ce qui suppose, comme vous le savez, de se tenir bien à jour parce que la législation, ces dernières années, a évolué et ce n'est pas si facile que d'être sûr d'être toujours vraiment à jour. Mais n'est-il pas urgent de rappeler, à la lumière de l'ordonnancement canonique en vigueur, que le procès pénal ne devrait surtout pas être un lynchage, si j'ose dire, ecclésiastico-médiatique, et que le rôle de l'avocat de chacune des parties, voire du tiers lésé ou des tiers lésés, n'est pas, si j'ose dire, un simple enjoliveur à option, si je peux me permettre cette expression avec une pointe d'humour. Les canonistes doivent toujours éviter la tentation de la morosité. C'est pourquoi je vous propose de nous remettre en mémoire les principales dispositions du législateur ecclésiastique. Nous allons essayer de considérer tout d'abord à quel moment, pourquoi et comment l'avocat paraît dans un procès pénal canonique. Ce sera mon premier point. Et ensuite, quelles sont ses attributions durant les différentes phases du procès, durant les différents mouvements du procès, si procès il y a, en distinguant, comme il se doit, le cas de ce que l'on appelle la voie judiciaire et celui de ce que l'on appelle la voie administrative ou, si vous préférez, extrajudiciaire. Alors, tout d'abord, ce sera ma première partie, vous avez le plan sous les yeux. Qu'en est-il de l'avocat ecclésiastique avant l'éventuel procès et au moment de l'ouverture d'un procès pénal? La question de savoir si l'avocat ecclésiastique intervient ou non avant l'ouverture de procès pénal est une question qui est très rarement traitée. Et c'est dommage. Ou alors, quand elle est traitée de manière très rapide et très lapidaire. Comme chacun le sait, le chapitre 1er de la 4e partie du livre 7 du Code de droit canonique de 1983, qui traite de l'enquête préalable, au canon 1717 à 1719, ne contient pas, s'agissant d'une enquête, comme on dit, de nature administrative, la moindre mention explicite de l'avocat ecclésiastique.
pas même au titre de conseiller canonique, choisi parmi les avocats ecclésiastiques agréés comme tels. Il n'en reste pas moins qu'à ce stade, s'il n'est pas nécessaire que le suspect ait un avocat qui agit en tant que tel, il peut avoir quelqu'un qui l'assiste et le conseille du point de vue juridique. Or, non seulement l'expérience montre que cela est presque toujours souhaitable, voire indispensable, mais par suite, il s'avère tout simplement logique que le dit conseiller canonique soit choisi parmi les avocats ecclésiastiques agréés, voire diplômés. Auquel cas, la personne ainsi mandatée au titre de conseiller canonique au stade de l'enquête sera mieux à même de l'être ensuite au titre d'avocat proprement dit, si la cause venait à connaître une suite processuelle. Bien évidemment, cela suppose que les avocats ecclésiastiques ne soient pas compétents exclusivement en droit matrimonial, mais aussi en droit pénal et en procédure pénale, ne serait-ce que pour savoir assister et conseiller en pareil domaine, ce qui, bien sûr, ne s'improvise pas. Les modalités concrètes de la conduite de l'enquête préalable, la fameuse investigatio previa, hein, sont d'ailleurs si insuffisamment encadrées par le droit, ce qui ne saurait être source de sécurité juridique ni de bon gouvernement, que le commentaire de Pampelune propose, à mon sens avec raison, de sortir de l'impasse en considérant qu'il convient d'appliquer à la mise en œuvre du canon 1717 les dispositions des canons 1526 à 1586 sur les moyens de preuve. Et j'ai constaté que cette proposition a été maintenue dans la toute dernière édition imprimée du Code de droit canonique, mise à jour en juin 2024 par le commentateur du livre 7, Marc Texidor, de la faculté de droit canonique de la Sainte-Croix à Rome, qui écrit « L'on peut employer congruis congrua referendo les moyens des canons 1526 à 1586. » Ce sont les fameux canons sur les moyens de preuve. Plusieurs de ces canons situent le rôle de l'avocat durant l'interrogatoire judiciaire des parties, puis l'admission des preuves testimoniales et documentaires. Appliqués en amont, mutatis mutandis, c'est-à-dire avec les adaptations qui s'imposent, bien sûr, les dispositions des canons précités à la conduite de l'enquête préalable, revient à la considérer comme étant de nature administrative, certes, mais en forme judiciaire, selon l'expression proposée par le doyen Bernard Dupuy-Montbrun. Et je crois que sans rien céder au paradigme garantiste, unilatéral et clérical, qui a pu faire le lit de l'immunitarisme, qui a été dénoncé avec raison par le pape émérite Benoît XVI, il importe de se rappeler que le droit de la défense est un droit naturel qui ne devrait jamais, jamais être ignoré. C'est d'ailleurs pourquoi la prudence, consistant à garder parfois l'enquête secrète, même pour le suspect, se comprend surtout dans l'hypothèse où il y aurait un risque réel de destruction de preuves, voire de danger pour le plaignant ou le suspect lui-même. Alors, il est vrai qu'un tel risque, j'ai eu l'occasion parfois de le constater avec douleur, il est vrai qu'un tel risque est loin d'être chimérique dans un certain nombre de cas. L'Église n'ayant pas de moyens de procéder ni par perquisition, ni par audition en garde à vue.
cela n'autorise pas pour autant les ordinaires judiciaires à s'exonérer a priori de leur propre obligation morale et juridique d'enquêter quand il le faut. Il convient plutôt, lors de l'enquête préalable exigée par le droit canonique, de poser un discernement prudentiel au cas par cas. Ce n'est pas le fait d'informer et d'entendre le suspect sous serment qui doit être une exception dûment motivée, mais au contraire, le fait de s'en priver parfois pour un bien supérieur. Certains auteurs n'hésitent pas à invoquer en ce sens le canon 50, qui dispose, je cite, qu'avant de porter un décret particulier, l'autorité doit autant que possible rechercher les informations et les preuves nécessaires et autant que possible entendre ceux dont les droits pourraient être lésés. Or, celui qui peut être lésé est justement le suspect au sujet duquel l'enquête est effectuée. La lettre circulaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi, aujourd'hui le Dicaster pour la doctrine de la foi, du 3 mai 2011, pour aider les conférences des évêques à établir des directives pour le traitement des cas d'abus sexuels commis par des clercs à l'égard de mineurs, est univoque sur ce point. Je cite, « À moins de graves raisons contraires, le clerc accusé doit être informé de l'accusation portée contre lui afin d'avoir la possibilité d'y répondre avant que le cas soit déféré à la congrégation pour la doctrine de la foi. Avec prudence, poursuit la lettre, l'évêque ou le supérieur majeur déterminera les informations qui devront être communiquées à l'accusé lors de l'enquête préalable. » Et un peu plus loin, il est écrit « À moins de graves raisons contraires, le clerc accusé sera informé des accusations dès la phase de l'enquête préalable, en lui offrant l'opportunité d'y répondre. » Fin de citation de la lettre circulaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi pour aider les conférences épiscopales, qui date du 3 mai 2011. De telles indications ne plaident-elles pas, à l'évidence, en faveur de la présence active d'un conseiller canonique qui soit un avocat dès l'enquête préalable? Pour ce qui est du motu proprio plus récent, comme une mère très aimante, du 4 juin 2016, il prévoit que l'évêque soupçonné de négligence pourra fournir des documents et des témoignages, c'est à l'article 2, paragraphe 1 du motu proprio, et qu'il lui sera donné la possibilité d'assurer sa défense avec les moyens prévus par le droit. À ceci près qu'il s'agit d'une procédure administrative dans le cadre de laquelle rien n'est dit des pouvoirs de l'avocat. Force est de constater qu'à la différence du Code de droit canonique de 1983 et des autres documents précités, le motu proprio Vos estis lux mundi, vous êtes la lumière du monde, du pape François, plus récent encore, en date du 7 mai 2019, modifié le 25 mars 2023 et entré en vigueur le 30 avril 2023, contient au moins une mention plus précise, une seule et unique, à l'article 13, paragraphe 8 de la dernière version, parce que dans la version de 2019, c'était l'article 12, paragraphe 8, mais l'article 13, paragraphe 8 de la version aujourd'hui en vigueur, celle de 2023, se trouvent des dispositions concernant le déroulement de l'enquête visant des évêques ou des ecclésiastiques équiparés. Et il est écrit à l'article 13, paragraphe 8, donc du motu proprio « Vous êtes la lumière du monde », dernière version, dans le cas où le dicaster compétent le requiert, le métropolite informe la personne de l'enquête à sa charge, l'entend sur les faits et l'invite à présenter un mémoire de défense.
Dans ce cas, la personne qui fait l'objet de l'enquête peut avoir recours à un procurateur. Alors, le terme procurateur, qui ne manque pas de surprendre ici, ne doit pas tromper pour autant un commentateur français, le père Laurent-Marie Poquet du Haut-Jussé, qui est lui aussi avocat ecclésiastique, a écrit récemment dans la revue L'Année canonique avec un peu d'humour, il s'agit bien d'un procureur, non de Ponce Pilate. Sans examiner ici ce motu proprio pour lui-même, nous pouvons simplement prendre acte du fait que son article 13, paragraphe 8, précité, prévoit la présence d'un conseiller canonique dès le stade de l'enquête concernant un évêque ou équiparé. Ne serait-il pas pour le moins choquant qu'un évêque ou équiparé mis en cause pour les délits présumés incriminés par le dit motu proprio puisse bénéficier d'un procureur et même présenter un mémoire de défense dans le cadre de l'enquête dont il fait l'objet, alors que les autres clercs, eux, en pareil cas, s'en trouveraient privés. Par conséquent, vous voyez où je veux en venir, qui peut le plus, peut le moins. Les circonstances du contexte que l'Église connaît aujourd'hui. La multiplication des lynchages de toutes sortes. Appel à témoins, voire parfois appel à la délation, etc. Je n'insiste pas. Devrait inciter fortement, à mon sens, à ce que, lors d'une enquête préalable, s'il convient que le suspect en soit informé pour être entendu sous serment, ce qui devrait être la règle et non l'exception, qu'il soit aussi assisté d'un conseiller canonique choisi parmi les avocats ecclésiastiques agréés auprès d'une officialité ou a fortiori diplômé au sens fort, comme c'est le cas des avocats ecclésiastiques auprès des tribunaux supérieurs. Dans un tel contexte, il me semble qu'il n'est pas très difficile de réaliser quels peuvent être, le cas échéant, les services rendus par l'avocat à ce stade, au titre de conseiller canonique. Tout d'abord, je dirais écouter sans état d'âme le suspect afin de connaître sa version et lui expliquer la procédure à laquelle il doit s'attendre. Ensuite, rappeler au besoin, et il est parfois besoin, rappeler au besoin à l'ordinaire judiciaire lui-même l'obligation morale et juridique qui est la sienne, de décréter l'ouverture d'une enquête préalable, de la réaliser en bonne et due forme, avant d'informer, le cas échéant, et s'il y a lieu, le dicaster pour la doctrine de la foi ou le dicaster pour le clergé, s'il y a lieu. Ensuite, à supposer, en cas de delicta graviora, que l'ordinaire soit amené à prendre, dès le stade de l'enquête, des mesures à ne pas tarder, en vertu du canon 1722 mutatis mutandis, et de l'article, pour ce qui est du contexte français, j'ajoute pour le contexte français l'article 223-6 du Code pénal de 1992, veiller à ce que les dites mesures ne soient pas confondues avec la sanction pénale qui pourra suivre, le cas échéant, au terme d'un procès. Ensuite, veiller à ce qu'il en est de la prescription. Et le cas échéant, ne pas craindre de tirer la sonnette d'alarme en cas de demande intempestive de levée de la prescription, alors que les faits et leur imputabilité au sens strict ne sont même pas encore établis. Malheureusement, ce n'est pas rare, je l'ai constaté bien des fois. Et puis enfin, autre service que l'avocat ecclésiastique peut rendre déjà dès
dès ce stade, veiller à ce que la réputation du suspect soit rétablie si les faits reprochés ne s'avèrent pas établis. Lors de cette enquête, il n'est pas question de juger de la culpabilité du suspect tant qu'il n'est pas cité en justice. Or, en pratique, dans les temps actuels, j'ai constaté que la réputation du suspect est très rarement rétablie si jamais les faits reprochés ne s'avèrent pas établis. À bien lire les documents plus récents encore que ceux déjà évoqués, que sont respectivement le vade-mecum sur quelques points de procédure dans le traitement des cas d'abus sexuels sur mineurs commis par des clercs, publié par la Congrégation pour la doctrine de la foi le 16 juillet 2020 en sa première version, puis le 5 juin 2022 pour la version en vigueur, et puis le guide d'application du livre 6 du Code de droit canonique, publié par le dicaster pour les textes législatifs en 2023, force de constater, à lire ces documents, un rappel plus marqué de la mission de l'avocat ecclésiastique. Sans être créateur de droit, ces documents contiennent des rappels qui se faisaient attendre depuis un temps certain. Tant le vade-mecum du dicaster pour la doctrine de la foi que le guide d'application du dicaster pour les textes législatifs évoquent explicitement la possibilité de la présence d'un avocat, alors au titre de conseiller canonique bien sûr, dès l'enquête préalable. Je renvoie au numéro 54 du vade-mecum. Or, il va sans dire, me semble-t-il, qu'en pareille matière, ce qui est possible est plus que souhaitable. Nous venons d'évoquer donc très rapidement, mais j'espère précisément tout de même, le rôle qui peut être celui d'un avocat ecclésiastique en tant que conseiller canonique d'un suspect en amont du procès pénal éventuel. Mais il va de soi que son rôle peut et doit tout aussi bien s'exercer, bien évidemment, auprès d'un ou de plusieurs plaignants, d'une ou plusieurs victimes réelles ou supposées, qu'il s'agisse de personnes et ou d'institutions. Je n'y insiste pas, tellement cela va de soi. D'autre part, ces quelques considérations n'avaient pour but que de souligner, vous l'avez compris, qu'il serait très réducteur de limiter les services qui peuvent ou doivent être rendus par l'avocat ecclésiastique aux seules étapes du déroulement du procès pénal canonique proprement dit. Alors, bien sûr, le moins que l'on puisse dire, c'est que le rôle des divers protagonistes, pas seulement de l'avocat, est nettement mieux précisé pour ce qui se joue en aval qu'en amont. C'est pourquoi j'ai pris le temps d'évoquer cette première étape. Nous en arrivons par conséquent maintenant à l'ouverture de la cause et la nomination de l'avocat en tant que tel pour la voie judiciaire. Le canon 1481, paragraphe 2 du Code, qui rappelle le droit naturel à se prévaloir d'un défenseur, est univoque. Dans un procès pénal, l'accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné par le juge. Par suite, le canon 1723 prévoit que le juge, en citant l'accusé, l'invite à choisir un avocat selon le canon 1481 et à le faire dans le délai que le juge indique. À défaut, avant la litis contestatio, il lui en sera désigné un d'office qui assumera la charge tant que l'accusé lui-même n'en désigne pas un de son propre choix. C'est le canon 1723, paragraphe 2. Si l'accusé n'en choisit pas, le juge, avant la litis contestatio, désignera lui-même un avocat qui restera en fonction tant que l'accusé n'aura pas constitué le sien. Une telle disposition est strictement connexe au droit de se défendre reconnu à l'accusé.
Il s'agit d'un droit absolument fondamental, sans lequel il n'est pas possible de dire que les règles de base d'un juste procès sont respectées. Comme l'a souligné, entre autres, le pape Jean-Paul II dans un discours à la Rote du 26 janvier 1989, on ne peut pas concevoir un procès équitable sans qu'il soit contradictoire, c'est-à-dire sans la possibilité concrète accordée à chacune des parties en la cause d'être écoutée, de pouvoir connaître et contredire les requêtes, preuves et conclusions adoptées par la partie adverse ou ex officio. Fin de citation. Sur l'importance fondamentale de garantir ce droit à la défense, outre le canon 1620 numéro 7 déjà cité, qui prévoit la nullité de la sentence dans le cas où le droit de se défendre a été nié à la partie, s'étend aussi le canon 221, paragraphe 1, selon lequel il appartient aux fidèles du Christ de revendiquer légitimement tous les droits dont ils jouissent dans l'Église, parce que le droit canonique les leur reconnaît, et de les défendre devant le fort ecclésiastique compétent, administratif ou judiciaire, selon les dispositions du droit. Pour que soit sauvegardée l'efficacité de cette défense de l'accusé durant le procès pénal, il est toutefois nécessaire qu'elle soit mise en œuvre par un sujet qui soit en possession de compétences déterminées. En d'autres termes, il n'est pas suffisant de garantir à l'accusé de pouvoir se défendre personnellement, mais il est vraiment nécessaire qu'il soit, si j'ose dire, flanqué d'un expert en la matière qui soit en mesure de le défendre adéquatement et à travers lequel l'accusé puisse exercer son droit à la défense. La simple autodéfense étant exclue, la nomination d'un avocat défenseur ne peut faire défaut. Même si l'accusé avait la science nécessaire, il lui manquerait la sérénité requise pour faire prudemment les choix. L'importance de la présence de l'avocat ecclésiastique auprès de l'accusé est telle que sa nomination vient à être effectuée par le juge dans le cas où l'accusé n'y pourvoit pas personnellement et par conséquent même contre sa volonté. En cas de nomination de confiance, l'avocat est tenu de déposer bien sûr auprès du tribunal un mandat authentique selon le canon 1484, paragraphe 1. Il s'ensuit qu'il existe donc deux sortes d'avocats, l'avocat dit de confiance et l'avocat d'office. L'un comme l'autre devant être bien évidemment au moins agréé auprès d'une officialité, soit diplômé au sens fort comme tel, comme c'est le cas des avocats auprès du tribunal de la Rote romaine. Le défenseur de confiance nommé directement par l'accusé n'est pas tenu d'accepter le mandat conféré, demeurant libre de choisir d'assumer ou non l'activité défensive en faveur de celui qui l'a choisi pour ce faire. Comme il peut, après avoir accepté la charge, renoncer à celle-ci, les conditions qui l'avaient conduit à accepter ayant pu évoluer. Dans de telles circonstances, le juge devra fixer à l'accusé un terme bref dans lequel pourvoir à la nomination d'un nouvel avocat de confiance. À défaut, il pourvoira lui-même. Nous n'allons pas nous attarder ici ni sur le fait que les fonctions de procureur et d'avocat ecclésiastique, bien que distinctes, peuvent être confiées à une même personne et dans la même cause, d'autant que tel est généralement le cas dans les procès canoniques, ni sur le fait qu'il puisse y avoir plusieurs avocats ecclésiastiques conjoints constitués ensemble, en sachant qu'il ne peut y avoir pour une même cause qu'un seul procureur. Je renvoie là au paragraphe 3 du canon 1482. Alors nous en arrivons enfin à la deuxième partie, le rôle de l'avocat durant le procès pénal par les voies judiciaires ou administratives. Bien sûr, les choses sont balisées avec beaucoup plus de précision pour la voie judiciaire. Lorsque le procès pénal canonique est décrété selon le droit par la voie judiciaire, la mission du procureur avocat est confortée tout au long du dit procès par la parité processuelle d'une procédure contradictoire. Une parité d'une part entre le promoteur de justice, auteur du libelle d'accusation, et d'autre part l'accusé comme la victime et le tiers lésé s'il y a lieu. Cette parité ne signifie pas l'égalité au sens strict, car chacun a une mission précise. Celle du procureur avocat ne se confond pas avec celle des autres membres du tribunal. En revanche, la façon d'avoir connaissance des pièces d'un dossier judiciaire devrait être d'un égal accès pour celui-ci comme pour les autres membres du tribunal, sous peine de nullité. Le droit de la défense, pour pouvoir être exercé, exige de lui-même la possibilité concrète de connaître les preuves versées au dossier, soit par la partie adverse, soit ex officio.
En ce sens, est particulièrement significative la disposition du canon 1598, selon lequel, une fois les preuves acquises, le juge, à peine de nullité, doit permettre par décret aux parties et à leurs avocats d'examiner auprès de la chancellerie du tribunal les actes qu'elles ne connaissent pas encore, accordant en outre aux avocats qui en font la demande d'en recevoir copie. Grâce à la reconnaissance d'un tel droit, est consenti à la défense d'effectuer au mieux les évaluations et les choix ordonnés à la stratégie de défense à suivre. Même dans le cas où dans des causes qui concernent le bien public, pour éviter de très graves dangers, le juge peut décider qu'un acte ne doit être montré à personne, il a le devoir de veiller, néanmoins, à ce que les droits de la défense restent toujours saufs, selon le paragraphe 1 du canon 1598. Le procureur et l'avocat ecclésiastique, ou le procureur-avocat, assistent aux auditions lors de l'instruction en matière de procès canonique, ce qui suppose qu'ils en soient tenus informés à temps, et peuvent connaître les pièces de l'instruction lorsqu'elles sont actées, les consulter lors de la publication des actes, et même avant. Étant donné la nécessaire présence de l'avocat défenseur dans le procès pénal, on peut se demander ce qui arrive dans le cas où le défenseur de confiance ne comparaît pas à l'audience. À ce sujet, note par exemple Monseigneur Claudio Papale, le Code ne dit rien. Les canons 1592 et suivants s'occupent en effet de la non-comparution des parties et non de celle du défenseur. En outre, après la publication des actes, la plaidoirie de l'avocat doit être le dernier mot, faisant suite aux remarques, au réquisitoire du promoteur de justice, selon la disposition du canon 1725. Dans la discussion de la cause, qu'elle soit écrite ou orale, l'accusé, son avocat ou son procureur ont toujours le droit de s'exprimer les derniers. Dans ce contentieux public d'un genre particulier qu'est le procès pénal, on accorde donc à l'accusé le droit de parler le dernier pour sa défense. Une telle disposition constitue une évidente exception à la norme énoncée au canon 1603, paragraphe 3, qui prévoit au contraire que le promoteur de justice, comme le défenseur du lien dans les causes matrimoniales, a le droit de répondre à nouveau aux répliques des parties. La raison en est simple. Dans le procès pénal, le promoteur de justice est partie en la cause, étant titulaire de l'accusation publique. Et par suite, en tant que tel, il perd la prérogative qui lui est reconnue par le canon précité. Il est apparu juste au législateur de privilégier la position de l'accusé, de telle manière qu'il puisse avoir toujours le droit de parler ou d'écrire en dernier. À ce sujet, le professeur Liobel souligne que cela n'est pas tant le signe d'une inégalité entre les parties qu'une simple manifestation du principe du favor rei. Promoteurs de justice et procureurs-avocats se forgent l'un et l'autre une certitude morale qui mentionne par induction la portée exacte de la culpabilité de l'accusé, s'il y a des circonstances aggravantes ou atténuantes, totales ou partielles, qui sont à retenir ou non. Et ce sont bien sûr les juges qui prononceront ensuite une sentence condamnatoire ou une relaxe en conséquence. Le procureur-avocat et le promoteur de justice peuvent intenter, si nécessaire, une voie de recours contre la sentence, un appel et ou une plainte en nullité qui ne doivent pas être dilatoires. Toutes ces étapes du procès par la voie judiciaire sont bien cadrées en droit processuel et contribuent à la bonne régularité d'un procès judiciaire pénal canonique. Son but est la déclaration de la vérité après la réalisation d'une discussion appropriée entre l'avocat et les membres du tribunal. Ce dialogue ne devrait pas être réduit à une succession de monologues scripturaires, mais devrait être un échange dûment argumenté, offrant de progresser pour que la justice se réalise le mieux du monde sans déviation, sans écart. C'est bien dans l'intérêt d'une justice équitable, dans l'intérêt de l'ordinaire judiciaire, pro rei veritate. Mais qu'en est-il, si j'en ai encore le temps? Sinon, vous me le signifiez. Qu'en est-il de cette implication de l'avocat ecclésiastique lorsque le procès par la voie administrative, et non pas judiciaire, est décrété de plein droit par l'ordinaire judiciaire? Le canon 1720 ne fait pas explicitement mention de l'avocat. Il n'en dispose pas moins qu'il est du devoir de l'ordinaire non seulement de notifier à l'accusé l'accusation et les preuves, mais à cette occasion de donner à l'accusé la possibilité de se défendre. Premier alinéa du canon 1720. Toute la question est comment? Au risque qu'il s'agisse d'une déclaration purement incantatoire. Une partie de la doctrine, telle le passionniste
pénaliste Antonio Calabrese prend soin de faire remarquer que si l'accusé vient à connaître seulement à ce moment-là, pour la première fois, des accusations et des preuves, il pourrait ne pas être prêt à répondre. Et par suite, pour lui donner la juste possibilité de se défendre, il devrait lui être concédé un temps raisonnablement suffisant. Mais les auteurs sont divisés ensuite sur la question du droit à l'assistance d'un avocat ecclésiastique pour ce faire. Étonnamment, le même pénaliste Antonio Calabrese précité, si soucieux qu'un temps de préparation de sa défense soit accordé à l'accusé, a émis l'avis selon lequel, alors que pour le procès judiciaire, la présence de l'avocat est obligatoire depuis le début, durant le procès extrajudiciaire, en cette première phase du procès, elle n'est pas prévue, voire n'est pas permise, si ce n'est plus tard, en cas de recours. Le regretté cardinal Velasio de Paolis exprimait un avis sensiblement différent. Le cardinal de Paolis ne partageait pas en effet le point de vue selon lequel la présence d'un avocat devait être de la préoccupation du seul accusé, mais estimait que cela relève de l'attention de toute personne préoccupée de la justice et avant tout du supérieur qui porte en avant le procès administratif. Dans le même sens et dans un manuel plus récent, Monseigneur Claudio Papale estime lui aussi qu'il ne peut être considéré comme prohibé à l'accusé, spécialement s'il n'est pas particulièrement expert en matière juridique, de se défendre en se prévalant de l'aide d'un avocatus qui puisse lui fournir les conseils opportuns, le guider pour protéger au mieux ses droits. C'est une exigence élémentaire de justice substantielle qui fait conclure en ce sens. Quant au professeur Andrea D'Auria, il considère dans une ample étude critique sur le procès pénal administratif que ce qu'il faut bien considérer comme une lacuna legis du canon 1720 peut être comblé de manière analogique, tenant compte que le canon 1738, qui règle le recours administratif, affirme que le supérieur peut indiquer la constitution d'un avocat durant le recours hiérarchique en faveur de la partie qui fait recours. Par conséquent, nous pouvons conclure à ce sujet, écrit le professeur Andrea D'Auria, que le suspect a le droit, non le devoir, absolument intangible de s'adjoindre d'un patron et que le supérieur pourrait le recommander, voire l'imposer dans la mesure où il en verrait la nécessité. Ce qui pourrait se vérifier, par exemple, lorsque le suspect paraîtrait désorienté du point de vue des connaissances juridico-processuelles, ce qui pourrait comporter une grave lésion de son droit à la défense ou compromettre le bon déroulement du procès. Le Vademecum du dicaster de la doctrine de la foi, celui de 2020 et celui de 2022 pour la version 2.0, précise ce qui suit. Je cite, « Bien que ce ne soit pas explicitement prévu par la loi pour le procès extrajudiciaire, s'agissant d'une matière pénale, il est très opportun que l'accusé ait un procureur et ou un avocat qui l'assiste, choisi par lui ou sinon nommé par le tribunal. » C'est le numéro 98 de la version 2.0 du Vademecum du dicaster pour la doctrine de la foi. Quant au guide d'application du nouveau livre 6 du Code, publié en 2023 par le dicaster pour les textes législatifs, il traite longuement, et cela est très significatif, de la procédure pénale extrajudiciaire. Ce guide indique au numéro 204 qu'en pareille procédure, je cite, « Lorsque l'accusé est convoqué dans un ordre de comparution, il doit toujours être informé que s'il le souhaite, il peut comparaître assisté d'un avocat de son choix. En tout état de cause, à l'audience, il lui sera demandé de le désigner afin de préparer sa défense, et s'il ne le fait pas, il sera désigné d'office. » Fin de citation. Et l'avocat se trouve mentionné à 33 reprises dans ce guide d'application du nouveau livre 6 publié en 2023, qui est un document de 250 pages, annexes comprises. C'est très significatif. Ces considérations revêtent désormais d'autant plus d'importance que pour les délits les plus graves, le renvoi de l'état clérical perpétuel peut être infligé par décret extrajudiciaire. Partant, est-il permis à un avocat dûment mandaté de désapprouver le choix de la voie administrative si elle ne repose pas sur une juste cause, que le dit ordinaire est tenu d'apprécier dans la logique du canon 1342, paragraphe 1, avant d'opter pour la voie administrative du procès pénal, et non sans prendre auparavant l'avis de 2 juges ou autres experts du droit. L'ordinaire, en général, fera valoir en guise de motif, dans le meilleur des cas, que les éléments de l'enquête préalable licite le suggèrent, à supposer toutefois que la dite enquête a bien eu lieu, et dans cette hypothèse, qu'elle ait été conduite avec sérieux. En tout état de cause, le choix fréquent de nos jours de cette voie
processuelle administrative appelle une remarque qui n'a rien d'original, tant elle relève de la doctrine commune. Cette voie est plus expéditive en l'absence du promoteur de justice, ce qui relativise fortement l'aspect contradictoire, et le délaissement de la voie judiciaire au profit de la dite voie administrative ne permet guère un plein respect ou un respect aussi plein des droits de la défense. Raison de plus pour que l'accès au dossier et les droits de la défense de l'accusé comme de la partie accusatrice fassent l'objet d'une vigilance particulière. Nombre de canonistes attirent l'attention sur le fait que donner la préférence à l'infliction de la peine par la voie administrative en évitant de recourir au procès judiciaire, comme cela semble, sous bénéfice d'inventaire, être plus fréquemment le cas depuis le motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela de 2001 et ses prolongements, risque de ne pas toujours garantir autant qu'il le faudrait un juste procès équitable. C'est pourquoi, prenant appui sur le magistère de Benoît XVI concernant la nécessité d'agir selon la raison, le professeur Joachim Liobel a attiré bien des fois l'attention sur la dérive, je cite, qui parfois porte à identifier au moins de fait l'acte d'accusation, en réalité de simple dénonciation, sachant que l'unique titulaire de l'action pénale est l'ordinaire du lieu, et en son nom le promoteur de justice, avec la condamnation. Fin de citation. Afin d'éviter une telle dérive, il importe que l'ordinaire ou son délégué puisse permettre à l'accusé d'assurer effectivement sa défense sous peine de nullité. Pour ce faire, il importe qu'après l'acte d'accusation décrété par l'ordinaire, un avocat ecclésiastique faisant office de conseiller canonique défenseur de l'accusé reçoive, bien que la procédure n'ait pas prévu de publication des actes, une copie des actes actés du dossier ou tout au moins puisse en prendre connaissance, ce qui lui permettra de fournir des observations, voire une plaidoirie, sur la portée des faits à interpréter. En tout état de cause, comme l'a noté l'avocat romain Carlo Gullo, on voit mal comment le système juridique pourrait être capable de convaincre quiconque de l'illégalité de son comportement et donc de favoriser son amendement, tout en protégeant le salut des âmes, alors qu'au même moment, on brime ses droits au cours d'un procès. Partant, la voie administrative, moins respectueuse des droits de la défense, ne devrait-elle pas être choisie uniquement pour réparer le scandale social lorsqu'il apparaît certain que l'accusé est manifestement incapable du moindre amendement? Je conclus. Il convient de reconnaître que la réflexion sur la déontologie propre de l'avocat ecclésiastique s'est essentiellement développée au niveau de la doctrine et assez peu au niveau des textes normatifs. Ceci étant, il va de soi que ce qui relève du domaine pénal requiert plus que jamais dans la société médiatique contemporaine qui pratique, si je peux me permettre, le lynchage comme elle respire, un surcroît de conscience professionnelle en matière de respect des serments et des règles processuelles, de loyauté, de sens de l'équité canonique bien comprise et de recherche de la vérité. Que l'avocat ecclésiastique défende une victime, un accusé ou un tiers lésé, c'est seulement en ne perdant jamais de vue le pro rei veritate qu'il cultivera, à n'en pas douter, l'éthique la plus sûre et la plus adéquate à l'exercice de sa fonction. Dans un tel contexte, la prestation de l'avocat ecclésiastique, bien articulée en complémentarité de celle des autres protagonistes, n'a rien d'un simple décorum superfétatoire, mais s'avère à protéger plus que jamais, afin qu'il n'y ait pas dans l'Église de procès sans âme, c'est-à-dire sans souci authentique et non seulement incantatoire de la justice tempérée par le baume de la miséricorde, selon la formule bien connue d'Henri de Suse. Cela exige, je conclus, sans nul doute, que nous cultivions l'exercice de la raison, en l'occurrence en sa dimension juridique, sans jamais la dissocier de la recherche de la sagesse. Je vous remercie. Merci encore, Père Richer, pour votre présentation. Ça a été une bonne aide pour nous, canonistes et avocats. Et ça va nous aider dans notre travail dans les causes pénales.
J'exprime aussi ma gratitude à toutes les personnes impliquées dans la préparation de cette session et de toute la série des webinaires, en particulier les membres de l'équipe de coordination, le professeur le professeur Poudou, représentant la faculté de droit canonique, le professeur Chad Glendening, qui est doyen de la faculté de droit canonique, Sœur Louise Charbonneau, administrative du Centre des services canoniques, Madame Ruth Barrow, adjointe au doyen, et moi-même, représentant la Société canadienne de droit canonique. Enfin, je voudrais remercier tous les participants, participantes, tous ceux qui sont ici et tous ceux qui vont voir cette présentation. Merci encore une fois, Père Richer, et à vous tous, je vous dis au revoir.